Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. À l'occasion de la COP25 qui se tient actuellement à Madrid, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui un expert de l'énergie. Monsieur Zhai Yongping, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du groupe de l'énergie de la Banque asiatique de développement et vous avez travaillé pour le développement énergétique en Asie et en Afrique pendant plus de 30 ans. Et nous allons bien sûr parler du secteur de l'énergie en Chine, mais nous allons aussi parler de l'interaction de la Chine avec le reste du monde. Alors, en fait, vous avez une expérience assez remarquable parce que vous êtes allé en France dans les années 80 pour faire les études et vous êtes parmi vraiment les premiers à faire connaître le secteur de l'énergie en Chine aux étrangers. Et quelle était la situation à l'époque? En fait, j'étais diplômé de l'université ingénieur de Tsinghua. Et après j'ai obtenu mon diplôme, je suis allé en France. En fait, j'étais parmi les premiers étudiants chinois en France. On faisait la une dans les journaux locaux, dans les villes qu'on voyageait, parce que les Chinois étaient rares. Mais mon sujet d'étude pour doctorat, c'était un sujet de l'énergie, comme vous avez mentionné. Et dans ce domaine, en fait, j'ai joué un peu rôle pour contribuer à la communication entre la Chine et le monde extérieur francophone d'abord. Je me souviens que quand je suis arrivé en France, les amis français disaient qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est en fait pour ces idées-là que je suis allé en France pour étudier le sujet énergie. J'étais étudiant, mais très vite, je me retrouvais dans une situation que je suis devenu, entre guillemets, aussi un professeur jeune pour donner toutes les informations sur la Chine, parce que j'étais le seul étudiant dans la classe et les profs voulaient bien savoir ce qui se passe en Chine, généralement, mais aussi dans le secteur énergie. Et j'ai des copains dans la classe aussi, des étudiants africains, beaucoup, que eux, ils pensent qu'en fait, il y a beaucoup plus à prendre de la part de Chine, même si on est en France. Donc j'ai donné des conférences, j'écrivais des articles sur ce qui se passe en Chine dans des énergies rurales comme des mini-hydrauliques, comme le biogaz pour faire la cuisson, et beaucoup d'exemples. Je suis très content d'avoir cette expérience à partir de la France, mais contribuer après sur le développement dans le monde. En fait, vous avez prononcé un discours sur l'évolution du secteur de l'énergie en Chine, donc pendant les 40 ans qui se sont découlés. Alors, quelles sont selon vous les étapes les plus importantes? Oui. En fait, après mes études en France, je suis allé en Afrique travailler dans la Banque africaine de développement pendant presque 10 ans. Et ensuite, je suis revenu en Asie, j'ai commencé à travailler je travaille depuis 20 ans à la Banque asiatique de développement. Donc, ça fait 3 décennies de travail dans ce domaine de développement que je vois très nettement, il y a des évolutions très nettes, des priorités qui changent, qui orientent vers des tendances lourdes que je vous décris par 3 périodes. Tout d'abord, dans les années 90, tous les projets qu'on fait dans ce domaine énergie, on dit qu'il faut que ces projets contribuent à la croissance économique. Si on réussit à satisfaire aux besoins croissants d'électricité en Afrique, dans les pays africains, et c'est de construire des grandes centrales électriques. En Chine, on finançait pas mal de centrales d'électricité à la base de charbon. Donc c'est des grandes centrales et gros projets. Donc c'était la première 10 ans. Mais ensuite, depuis entre 2000 et 2010, la décennie suivante, qu'on a constaté que la croissance économique ne conduit pas nécessairement à la justice sociale.
Et la fossé ou l'écart entre les riches et les pauvres se creuse, et s'agrandit en fait. Donc on a mis accent dans cette période-là que chaque projet qu'on fait, on doit contribuer à la réduction de la pauvreté. On doit compter combien de personnes bénéficient de ce projet. Donc ça, ce sont des projets comme l'électrification rurale en Afrique, en Asie. Donc c'est la deuxième période. Et la troisième période, depuis 2010 jusqu'à présent, comme vous commencez par dire que en ce moment on a la COP 25 à Madrid. Donc vous vous rendez compte que l'accent est mis désormais sur le changement climatique. Donc chaque projet qu'on fait, on finance, doit contribuer à la réduction des gaz à l'effet de serre, donc CO2. Donc on commence à compter combien de tonnes de CO2 on fait réduire pour chaque projet. Et pour la prochaine décennie, je pense que déjà, je pense que j'ai eu une idée de ce qui va se passer. L'accent suivant de la priorité suivante serait la résilience, l'adaptation au climat. Qu'on doit se protéger quand le climat, le réchauffement de la Terre arrive, des inondations, l'incendie, le niveau de mer qui augmente, et tout ce problème-là, on doit se protéger. Donc, la résilience, l'adaptation deviendra la priorité de la décennie suivante, je pense. Donc, c'est à peu près ce que je vois, l'évolution des priorités du point de vue d'un banquier de développement. Mais plus précisément, en Chine, vous avez évoqué tout à l'heure l'accent sur la lutte contre le changement climatique, comme on a le COP25 actuellement. Quels sont les résultats que vous pouvez constater de la part de la Chine dans ce domaine? Je pense que moi, comme je voyage de temps en temps en Chine et je voyage dans beaucoup de pays du monde, et je constate très bien que la Chine a fait un très grand effort. Peut-être le plus grand effort parmi les pays que j'ai vus et que j'ai visités. Et j'ai vu aussi des résultats. Que quand je suis venu cette fois à Pékin en hiver, plein hiver, quand on voit le ciel bleu, en fait on parle d'amélioration de la qualité de l'air, mais aussi en fait c'est une réduction des émissions de CO2 aussi, parce que ces phénomènes sont liés. Donc c'est une indication comment la Chine a changé, combien la Chine a fait un effort dans ce domaine. Mais je continue à dire que la Chine est devenue le leader du développement des énergies renouvelables, comme le solaire, les éoliennes, la géothermie, les hydrauliques, par exemple. La Chine est leader dans chaque domaine de ces énergies renouvelables. C'est remarquable, c'est un exploit. Je pense que c'est un modèle à suivre pour beaucoup de pays. Mais quels sont les défis qui existent encore en Chine aujourd'hui pour faire davantage? Parlons des défis. Premièrement, je pense que malgré les progrès que j'ai mentionnés tout à l'heure, la Chine, le système énergétique reste très nettement basé sur le charbon. À peu près 70% de l'électricité produite en Chine vient du charbon. Donc, c'est une contribution aux émissions de CO2, mais aussi un problème pour la qualité de l'air. Donc, comment réduire la part de charbon de 70% à 50% ou 30%, c'est une tâche lourde mais nécessaire. Donc c'est un défi majeur. Et deuxièmement, je pense que dans la transition énergétique, on doit faire en sorte que pour que ce soit le coût de l'énergie ne devienne pas trop lourd pour les consommateurs. Les prix doivent être, si possible, bon marché, abordable pour les consommateurs. Je pense qu'il y a des leçons à tirer des expériences d'autres pays
quand on voit que la part des énergies renouvelables augmente, le prix de l'énergie aussi augmente. Tout ça, c'est à éviter. Je pense que les consommateurs doivent bénéficier du ciel bleu, mais aussi un prix bon marché pour la consommation. Mais la troisième chose que je voulais mentionner, c'est qu'on doit continuer à améliorer l'efficacité énergétique. C'est une tâche non seulement pour le gouvernement, le pays en général, mais c'est une tâche de chaque personne. Si dans la vie, on peut devenir une façon de vivre sans consommer beaucoup d'énergie, je pense que c'est un défi pour tout le monde. Beaucoup de pays en voie de développement, non seulement en Asie mais aussi en Afrique, vous avez aussi travaillé en Afrique, je pense que c'est un très grand dilemme pour eux de réconcilier le développement économique et la transition énergétique, n'est-ce pas? Vous avez parlé de dilemme, je parle même de trilemme. Que je voyage dans les zones rurales, je rencontre des paysans, des gens, ils demandent pour la fourniture de l'énergie, ils demandent trois choses. Donc je dis trilemme. L'énergie soit disponible tout le temps. Et l'énergie doit être bon marché et l'énergie doit être clean, je veux dire propre. N'est-ce pas? Arriver à un de ces trois objectifs, ce n'est pas un problème. Mais avoir les trois objectifs atteints en même temps, c'est difficile, c'est un défi, c'est un dilemme. Mais je pense qu'on a des solutions maintenant, c'est le progrès des technologies. Et ces technologies, beaucoup sont nées en Chine. Donc, la Chine veut contribuer au développement de ces pays africains ou ailleurs dans les domaines des énergies renouvelables. Par exemple, en fait, la Chine produit aujourd'hui à peu près 70% des panneaux solaires installés dans le monde chaque année. Donc c'est une contribution très significative. C'est un exemple. Il y a bien beaucoup d'autres. Quel est exactement le rôle de la Chine aujourd'hui dans cette lutte mondiale contre le changement climatique? Si je vais prendre un exemple, que j'ai parlé du ciel bleu ici à Pékin, et comment la Chine a fait pendant 5 ans d'une situation désastreuse, la pollution très lourde, d'une situation, une amélioration de la qualité de l'air. La Chine a mis des politiques très fortes pour améliorer la qualité de l'air. La Chine a installé des technologies appliquées pour changer le charbon vers le gaz et l'électricité dans les zones rurales. Et la Chine a dépensé beaucoup d'investissements pour cette amélioration. Je pense que c'est un exemple que la Chine peut contribuer, comment combiner les politiques, les technologies et les financements pour résoudre un problème. C'est un problème énergétique, ça peut être un problème dans un autre domaine. Dans ce domaine-là, la Chine peut beaucoup contribuer de ces points de vue. Alors on voit encore, puisque vous avez parlé de beaucoup d'efforts de la part de la Chine, mais on voit que l'émission de CO2 continue à augmenter en Chine et cela pourrait être paraît inquiétant du point de vue de l'extérieur. Par exemple, quand je vois les commentateurs qui commentent par exemple la COP25, ils vont dire tout simplement que tiens, l'émission de CO2 continue à augmenter en Chine, donc la Chine ne fait pas assez d'efforts. Comment voyez-vous tous ces commentaires? Je vois les choses comme suivant. D'abord, les émissions de CO2 en Chine continuent à augmenter, c'est vrai, mais le rythme, la tendance est moins vite. Donc l'augmentation
l'accélération n'est plus là, donc c'est plutôt une tendance baissière. C'est une première remarque. Et puis ensuite, je dois dire que la Chine a pris ses engagements dans le contexte, dans le cadre de l'accord de Paris, que la Chine a promis de faire plafonner ses émissions CO2 vers 2030. Et les experts estiment que la Chine arrivera à plafonner ses émissions bien avant la date dite 2030, mais vers 2025. Donc c'est une indication que la Chine a fait beaucoup d'efforts. Et ces efforts portent des fruits. Donc je pense qu'il faut bien évaluer la performance de la Chine dans ce contexte global. C'est une première chose que je voulais mentionner. Et ensuite, je dois dire aussi que le fait que la Chine a réussi à atteindre ses objectifs bien à l'avance, ça veut dire aussi qu'il y a encore beaucoup d'efforts. La Chine peut faire encore mieux pour renforcer ses objectifs. Durant soit cette conférence à Madrid, ou soit l'année suivante, que le monde voulait voir aussi que la Chine renforce ses objectifs. Je pense que dans ce domaine-là, la Chine peut encore une fois montrer un exemple dans le monde. Mais les efforts ne sont jamais assez s'agissant de la lutte contre le changement climatique, je pense, à ce point de vue-là. Oui, je pense que si tous les pays, la Chine et d'autres pays, contribuent à ce défi, je pense qu'il y a une chance d'atteindre notre objectif comme on a prévu dans l'accord de Paris. Mais en même temps, si on n'arrive pas à arrêter le changement climatique, on doit s'adapter. Donc c'est pourquoi je dis que la résilience, l'adaptation doit être à l'ordre du jour, dès maintenant, que les pays soient prêts pour un changement climatique qui arrive. Mais on doit travailler en parallèle. Lutte contre le changement climatique et l'adaptation du changement climatique. Mais que pensez-vous du retrait des États-Unis de l'accord de Paris? Pensez-vous que c'est un signe désencourageant? Normalement, je ne commente pas les cas spécifiques des pays, mais dans ce cas, je pense que même aux États-Unis, malgré la position de l'administration actuelle, on voit que dans les niveaux des États, comme l'État de Californie, que le gouvernement local continue à faire bien d'efforts dans ce domaine. Et je pense qu'aux États-Unis, je suis relativement optimiste que les gens reviennent à la raison, que rejoignent la cause mondiale pour la lutte contre le climat. Changement de climat. En fait, vous travaillez beaucoup avec les étrangers et depuis les années 80, vous commencez à faire connaître aux étrangers la situation de la Chine. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, comme on a évoqué tout à l'heure la situation du secteur de l'énergie en Chine, l'émission de CO2, on voit que la situation n'est pas tout à fait claire dans les yeux des étrangers ou dans les médias étrangers. Donc, pensez-vous qu'il existe encore beaucoup de méconnaissances ou de préjugés envers la Chine aujourd'hui? La réponse est oui. Les préjugés existent pour beaucoup de pays, comme pour la Chine. Mais comme la Chine est un grand pays qui attire beaucoup d'attention, donc on parle des préjugés, on parle parfois de la méfiance. Mais je pense que vous avez utilisé un bon mot, méconnaissance. Je pense qu'il y a vraiment un écart entre ce qui se passe réellement en Chine et ce qu'on croit, la perception de la Chine
l'extérieur. Parce que j'ai toujours l'impression que c'est la méconnaissance qui conduit à la méfiance. Voilà. Donc la méconnaissance, c'est un problème à résoudre. Et la solution est en fait simple. La communication, à tous écarts. Vous avez le programme ici, des rencontres, on a des médias sociaux, on a la presse conventionnelle, mais aussi beaucoup d'autres moyens aujourd'hui. On parle beaucoup de technologie, même ici aujourd'hui. Je pense que tout cela contribue à l'amélioration de la connaissance d'une part à l'autre. Il y a un écart de méconnaissance aussi en Chine sur le monde extérieur aussi. Donc, je pense que la communication est la solution. Et si on parle de la communication, on doit parler d'un langage qui se comprend entre les gens. En fait, mon cas, je parle chinois, anglais, français, et je suis en train d'apprendre le japonais. Et je suis très content de voir que beaucoup de gens à l'étranger commencent à parler chinois, aussi apprendre chinois. Je pense que ça, c'est essentiel pour la communication efficace. En fait, vous avez partagé vos analyses lors du sous-forum La Chine et le monde dans une nouvelle ère d'un think tank. En fait, selon vous, quel mode d'interaction peut avoir la Chine d'aujourd'hui et le monde? On voit que la Chine a beaucoup changé depuis les années 80, quand vous étiez en France, et aujourd'hui. Ce changement est tellement net que je vous dirais une anecdote, que j'ai quitté la Chine pour mes études à 25 ans. Et depuis, j'ai travaillé à l'extérieur depuis toutes ces années. Et entre ce temps-là, mon fils est né à l'étranger, en France en fait. À l'âge de 25 ans, mon fils a décidé de s'installer, de revenir en Chine pour commencer ses travaux, sa vie. Et je suis très, en fait, je suis moi-même surpris de voir une génération de différence est suffisante pour constater le changement de la Chine, qui était un pays sous-développé, et aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la Chine ne doit pas être considérée comme un pays de développement. La Chine est bien développée. Donc ce changement est tellement énorme que le monde est très curieux de savoir comment la Chine a réussi à faire cet exploit. Et en même temps, il y a la perception que vous avez mentionnée dans la presse qui n'est pas toujours positive sur la Chine. Donc la communication est importante. Que dans ce forum, vous avez mentionné, il y avait des participantes venus des pays développés, mais aussi des pays en voie de développement. Tous les participants parlent, en fait, ils ont des points de vue très divers. Mais il y a un point en commun. Tout le monde dit que une fois arrivé en Chine, ce que je vois est différent de ce que j'ai pensé. Et parce qu'ils sont allés dans les routons, ils sont allés dans les zones rurales, ils parlent des gens avec des vieux monsieur amicaux, parler de tout et rien. Et après ça, que tout le monde dit que la communication entre les gens est le plus important, entre les peuples, directement. Et en fait, vous avez beaucoup travaillé en Afrique aussi. Donc, quelle perception avez-vous sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, par exemple, dans le domaine du secteur de l'énergie? Le continent africain a connu bien de problèmes. Mais je pense que depuis, disons, 10 ans, que l'Afrique est en train de changer. Et si on compte parmi les taux de croissance, le PIB, le taux de croissance du monde, il y a 6 pays africains qui occupent parmi les top 10, les 10 premiers pays qui ont connu des croissances fortes. Donc il y a 6 pays en Afrique. Et je vois bien d'autres pays africains suivre l'exemple. Dans ce contexte-là, la fourniture de l'énergie devient une contrainte. Si la croissance continue,
la fourniture de l'énergie devient une contrainte pour les pays africains. Et en même temps, vous savez bien que si vous avez une carte devant vous, vous allez voir le continent africain est bien ensoleillé. Donc je pense que l'énergie solaire peut fournir une solution pour la fourniture de l'énergie. Et je parlais tout à l'heure que la Chine est le premier fournisseur des panneaux solaires dans le monde. Et je pense que dans ce domaine-là, spécifique, domaine de l'énergie solaire, la Chine peut faire beaucoup à changer la fourniture de l'énergie en Afrique avec l'énergie solaire, mais aussi d'autres formes des énergies renouvelables. La Chine a des technologies, la Chine a des expériences ici chez nous, mais aussi la Chine a des ressources nécessaires pour aider l'Afrique. Je pense que la Chine et le continent africain peuvent faire beaucoup ensemble. Et j'ajoute que quand la Chine coopère avec l'Afrique, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres partenaires présents en continent africain. Donc je pense que ce n'est pas une relation bilatérale, oui, bien sûr, ouais. aussi. Donc si tout le monde contribue au continent africain, je vois un continent africain très prometteur. On a parlé de la coopération sud-sud, mais où en est-on dans la coopération nord-sud dans le domaine de l'énergie? Parce que dans l'accord de Paris, il y a des promesses des pays développés qui vont fournir de l'argent et de technologies pour la transition énergétique dans les pays en voie de développement. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que les promesses vont être réalisées? Les promesses, si sont faites, sont insuffisantes de toute façon. Donc, je ne compte pas beaucoup. Et même si les promesses, ils ne sont pas encore ils sont réalisées. insuffisants. Mais je vois la coopération internationale d'une façon plus globale. Nord-Sud et Sud-Sud. Nord-Sud, il y a beaucoup de technologies développées dans les pays européens, nord-américains, qui n'ont pas un marché. Parce que les marchés sont étroits là-bas, où les coûts de fabrication des produits sont trop élevés. Donc les technologies développées, les recherches dans ces pays européens ou nord-américains doivent trouver un marché qui peut absorber ces technologies. Et la Chine, pays comme la Chine, l'Inde, est idéal parce que le marché est très grand. Une fois la technologie est transférée dans ce marché à grande échelle, comme en l'Inde, comme en la Chine, il y a une chance de voir les prix baisser très significatif. Vous savez combien de pourcentage de la baisse du cours du solaire? Je parlais du solaire. 90% de la baisse depuis 10 ans, c'est parce que l'effet d'échelle. La Chine, le marché est très grand, donc on fait baisser les prix, mais technologie, je veux dire, venue des États-Unis, des Europes, même de l'Australie, des panneaux solaires. Et la Chine a fait absorber, a fait baisser les coûts, et maintenant, à partir de là, la Chine peut faire partager ces technologies sud-sud. C'est sur les technologies, mais je conclus par dire que je commençais à dire que la France disait que la France n'a pas de pétrole mais des idées. Maintenant, je dois dire, la Chine doit dire aussi que la Chine a des énergies renouvelables, mais aussi on a des idées à partager avec d'autres pays dans le monde. Alors, je vous remercie, M. Jia Yongping, merci pour vos analyses. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.